Dans la paisible ville d'Okigu, nichée entre de lentes collines et des routes goudronnées fissurées, vivait une fille nommée Shinaza. Depuis sa naissance, Shinaza n'avait qu'une seule main, la gauche. Son avant-bras droit se terminait juste en dessous du coude, lisse, cicatrisé, et généralement enveloppé dans un bandage. Les gens disaient qu'elle était née ainsi. D'autres murmuraient que c'était une punition spirituelle. Mais personne ne connaissait vraiment la vérité, pas même Shinaza. Sa mère tenait un petit étal au bord de la route, où elle vendait du maïs bouilli et de la noix de coco. Son père avait disparu depuis des années. Personne ne parlait vraiment de lui. Certains disaient qu'il était parti en ville et n'était jamais revenu. D'autres racontaient qu'il avait vu le bras raccourci de Shinaza et s'était enfui de honte. Mais sa mère, mince et déterminée, lui répétait toujours. « Ne fais pas attention à ce qu'ils disent, Shinaza. La force ne vient pas des muscles. Elle vient de l'intérieur. » Sa maman disait souvent. « Quand il rit de toi, ne réponds pas. Marche seulement. Le soleil ne se bat pas avec les nuages. » Et Shinaza la croyait, car dans son petit cœur, elle portait quelque chose de plus fort que la pitié, l'espoir. Mais l'école approchait. Et l'école n'était pas comme la maison. Au collège secondaire Saint-Michel, personne ne s'en souciait. Ses camarades ne l'accueillirent pas, car elle avait l'air ridicule. Tous se demandaient pourquoi une fille comme elle avait été inscrite dans leur école. Personne ne voulait partager un banc avec elle à cause de son apparence étrange. Elle était une fille excessivement timide, socialement maladroite. La seule fois où elle parlait, c'était lorsqu'on l'interrogeait en classe. Mais même là, ses camarades l'ignoraient, la coupaient ou détournaient leur attention. Elle était une cible facile. Elle ne se défendait pas. Et tout le monde savait qu'elle ne riposterait pas. Alors ils en profitaient. Pour eux, elle n'était qu'une pauvre fille ridicule avec une seule main, une fille qui n'avait pas sa place ici. Pour ses camarades, Shinaza était une plaisanterie. Ils riaient de la façon dont elle tenait son stylo. Ils se moquaient de ses efforts pendant les cours pratiques. Certains disaient même qu'elle devait aller dans une école spécialisée. La voix la plus forte et la plus cruelle appartenait à Tomiwa. Tomiwa était grande, claire comme du pain trempé dans du lait, et ses vêtements sentaient toujours les fleurs. Ses chaussures claquaient comme une horloge, et son rire résonnait comme le tonnerre sur un toit sec. Chaque fois qu'elle entrait en classe, toutes les têtes se tournaient. Même les garçons redressaient leurs chemises à son passage. Elle était toujours entourée. 2 filles portaient ses livres, une autre tenait sa bouteille d'eau, une dernière la suivait juste pour rire à ses blagues. Et ses blagues étaient toujours sur Shinaza. « Regardez sa main », disait Tomiwa en pointant sans honte. « C'est une brindille ou un os de poulet. » Les filles autour d'elle éclataient de rire comme la pluie tombant sur du métal. Peut-être que sa mère a oublié de la finir dans le ventre. Ajoutait l'une d'elles. Shinaza était assise au fond, le visage impassible, les yeux silencieux. Mais à l'intérieur, son cœur battait comme un tambour de guerre. Chaque jour, c'était pire. Un matin, alors qu'elle tentait d'ouvrir son casier avec sa seule main lente et prudente, Tomiwa passa près d'elle, secoua la tête et dit « Même les casiers ne l'aiment pas. » Puis elle rit si fort que ses boucles d'oreilles dansèrent. Toute la classe rit aussi, non parce que c'était drôle, mais parce que c'était Tomiwa. Personne n'osait la contredire. Mais la cruauté de Tomiwa ne s'arrêtait pas aux portes de l'école. Chez elle, elle racontait à ses parents des choses horribles sur Shinaza, la décrivant comme « la fille avec une seule main qui ne devrait pas être dans une école normale ». Au lieu de la corriger, ses parents riaient avec elle. Sa mère disait « À quoi peut bien servir une fille avec une seule main ? Les gens comme ça devraient être sous un pont à mendier. Pas à gaspiller de la place dans une salle de classe. » Parfois, quand la mère de Tomiwa venait la chercher dans son SUV noir brillant, elle appelait Shinaza devant tout le monde. « Shinaza !» Elle criait depuis la fenêtre de la voiture, sa voix tranchante comme une lame. Shinaza hésitait, puis s'approchait lentement. La mère de Tomiwa lui tendait alors une demi-tourte ou un reste de riz enveloppé dans du papier aluminium. « Tiens », disait-elle avec un sourire faussement compatissant qui portait plus d'insultes que de gentillesse. « Tu dois avoir faim. Vous, les pauvres, vous ne gaspillez pas la nourriture, hein ?» Parfois, elle ajoutait « Pourquoi es-tu à l'école d'ailleurs ? Tu devrais aller mendier au bord de la route, comme les autres gens sans main ni jambes. Tu n'es pas faite pour cet endroit. » Le rire de Tomiwa et de ses amis suivait toujours. Malgré l'humiliation,
Shinaza ne disait jamais un mot. Elle baissait les yeux, prenait la nourriture de sa main gauche, murmurait un merci et s'en allait. Elle ne prenait pas la nourriture parce qu'elle en avait envie, mais parce qu'elle savait qu'il n'y aurait peut-être rien à manger à la maison. Il y avait des jours où elle allait à l'école le ventre vide. Des jours où sa mère ne pouvait même pas lui offrir du gari à tremper. Shinaza se retournait et s'en allait. Ses pas étaient lents, mais son dos restait droit. Elle ne pleurait pas. Pas là. Pas là où il pouvait la voir. Mais en rentrant, elle déposait la nourriture sur la natte, enlevait ses sandales, s'asseyait à côté de sa mère et mangeait avec elle. Sa mère regardait le sac et ne disait rien. Elle posait juste la main sur la tête de sa fille et murmurait. Un jour, ils sauront qui tu es. Shinaza ne disait rien. Mais elle portait un poids encore plus sombre, qu'elle gardait pour elle seule. À plusieurs reprises, lorsque l'intimidation devenait insupportable, Shinaza tenta de dénoncer Tomiwa au directeur. Elle frappait timidement à la porte de son bureau, retenant ses larmes, espérant qu'une autorité l'aiderait. Elle entra dans le bureau du directeur, son uniforme poussiéreux, ses chaussettes mal ajustées. Le directeur était assis derrière son grand bureau. Ses lunettes glissaient sur son nez et il sentait le vieux papier et le cola amer. Shinaza resta immobile, sa seule main agrippant fermement sa jupe. « Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais vous parler. » Il leva les yeux. « Parle. » Il rit de moi, monsieur, tous les jours. Ils disent que je ne devrais pas être à l'école. Ils disent que je suis maudite. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le directeur s'appuya contre le dossier de sa chaise. Il ne semblait pas surpris. Il ne posa pas de questions. Il regarda sa main, puis son visage. « Je peux faire cesser ça, dit-il lentement. Les yeux de Shinaza s'illuminèrent un peu. « Vous pouvez ? Oui, acquiesça-t-il. Mais tu dois d'abord faire quelque chose pour moi. » Son cœur se figea. « Monsieur ? » demanda-t-elle. Les lèvres du directeur se retroussèrent en un mince sourire. « Laisse-moi te toucher. Laisse-moi coucher avec toi. Ensuite, j'en parlerai à toute l'école et plus personne n'osera t'intimider. » La poitrine de Shinaza tambourinait comme un tam-tam. Elle fit un pas en arrière. Ses oreilles brûlaient. Sa main tremblait. Sa bouche était sèche. Elle ne parla pas. Elle ne pleura pas. Elle se retourna simplement et s'enfuit du bureau, passa devant la salle des professeurs, les salles de classe, jusqu'à son coin habituel sous le manguier. Elle ne raconta rien, même pas à sa mère. Elle savait que si elle parlait, ce serait le chaos. Sa mère pourrait la retirer de l'école, et c'était la seule école secondaire de la ville. Si elle partait, son éducation serait terminée. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Pas après tout ce qu'elle avait enduré. Alors, elle resta silencieuse. Chaque jour, elle entrait dans l'école les épaules droites, les yeux calmes, et l'esprit enfoui au plus profond d'elle-même, comme une bougie fragile protégée du vent. Puis vint le programme de développement scolaire en plein air, un voyage de camping qui changea tout. L'école organisa une excursion d'une semaine dans une réserve forestière. La mère de Shinaza faillit refuser, craignant pour sa sécurité, mais finit par accepter en apprenant que des enseignants et du personnel médical seraient présents. Au camp, l'intimidation s'intensifia. Tomiwa et sa bande firent de son humiliation une mission. Pendant une randonnée, elles accélérèrent volontairement le pas, la laissant trébucher seule derrière. La nuit, elles enduisirent son sac de couchage de piment. Elles rirent en la voyant se tortiller de douleur. Shinaza pleura en silence, enfouissant son visage dans sa couverture pour que personne ne l'entende. La troisième nuit du camp, le ciel était sombre et la lune cachée derrière les nuages. La forêt était calme. Seules les grenouilles et les grillons chantaient leurs petites chansons. La plupart des élèves dormaient déjà dans leur tente, ou chuchotaient des histoires. Puis, cela arriva. Boum! Un bruit fort éclata dans l'air, comme un tonnerre fendant le ciel. La cuisine extérieure avait pris feu. Une bonbonne de gaz avait explosé. Les flammes s'élevèrent dans les airs, léchant les marmites et enflammant les tables en bois. « Au feu! Au feu !» cria quelqu'un. Ce fut le chaos. Les élèves couraient dans tous les sens, pieds nus, effrayés, en pleurs. Les enseignants criaient pour rétablir l'ordre, mais la fumée était trop épaisse, la panique trop grande. Tomiwa se trouvait près de la cuisine. En tentant de fuir, son pied se tordit sur une racine. Elle hurla et tomba près du fourré. Sa cheville était tordue,
ses mains éraflées. Ses amis ne la virent pas. Elles coururent sans se retourner. Personne ne l'aida. Personne ne resta, sauf une personne, Shinaza. Elle vit Tomiwa au sol, toussant, pleurant, le visage pâle comme de la cendre. Shinaza n'hésita pas. Elle courut à travers la fumée, la bouche couverte de son pagne. Elle tomba à genoux à côté de Tomiwa. « Ne me touche pas !» cria Tomiwa à travers ses larmes. Mais Shinaza ne répondit pas. Elle agrippa la chemise de Tomiwa avec sa seule main et commença à la tirer. Le sol était rugueux. Les pierres égratignaient ses genoux. Les branches déchiraient son pagne. Sa poitrine brûlait de chaleur. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle tirait. Encore et encore. Pas à pas. Le corps de Tomiwa était lourd, comme du tissu mouillé. Mais l'esprit de Shinaza était plus fort. Elle la traîna à travers l'herbe sèche, les feuilles mortes, loin du feu. La fumée les suivait, comme une ombre jalouse. Lorsqu'elles atteignirent enfin la clairière où les enseignants avaient regroupé les élèves, Shinaza s'écroula à côté d'elle, haletante comme un chien ayant couru trop loin. Les enseignants et les élèves accoururent, stupéfaits. « Qui l'a amenée ici ?» demanda un professeur. Shinaza ne dit rien. Elle resta debout, le visage couvert de cendres, les yeux vides. Mais quelqu'un avait tout vu. Miss Ebeli, l'une des enseignantes, avait observé la scène de loin. Elle s'avança et déclara clairement. « C'est Shinaza. Elle l'a sauvée. » Le silence tomba sur le groupe comme un rideau épais. Tomiwa la regarda, mais son visage était impassible. Cette nuit-là, allongée sur un matelas, la cheville bandée, Tomiwa chuchota quelque chose à ses amis. Le lendemain matin, la fumée s'était dissipée, mais l'odeur du bois brûlé flottait encore dans l'air. La forêt était silencieuse. Même les oiseaux ne chantaient pas. Tout le monde parlait encore de l'incendie. Les professeurs faisaient le tour, s'assurant que tous les élèves allaient bien. Certains étaient encore sous le choc. D'autres faisaient semblant que rien ne s'était passé. Mais tout le monde se souvenait d'une chose. Tomiwa avait failli être dévoré par le feu. Pendant le rassemblement du matin, Miss Ebeli se tenait aux côtés du directeur. Sa voix était calme, mais ferme. « Je l'ai vu de mes propres yeux, » dit-elle. Shinaza a sauvé Tomiwa. Elle l'a traîné à travers les buissons avec sa seule main. Personne d'autre ne l'a aidé. Certains élèves ouvrirent la bouche, d'autres fixèrent Shinaza en silence. Quelques-uns hochèrent lentement la tête. Mais Tomiwa, debout près de ses amis, ricana. « Ce n'est pas vrai, » dit-elle en croisant les bras. « Je me suis traînée toute seule. » Mais Tomiwa, commença une de ses camarades. Elle se retourna brusquement et la coupa. « S'il vous plaît. Moi, transportée par une fille à une seule main? Impossible. Elle volait ou quoi? Elle a utilisé de la magie ?» Des rires éclatèrent comme des pétards. Et tout comme ça, la vérité fut enterrée. Tomiwa ne dit jamais merci. En fait, les moqueries empirèrent. Désormais, elle se moquait de Shinaza avec une flamme nouvelle dans les yeux, comme si le fait d'avoir été sauvée était une insulte. « Tu crois que t'es une héroïne maintenant ?» riait-elle. « Tu devrais être reconnaissante que je parle encore de toi. Sinon, tu serais invisible. » Shinaza ne disait rien. Elle ne corrigeait pas les mensonges. Elle ne réclamait pas d'éloges. Car elle n'avait pas aidé Tomiwa pour être remerciée. Elle l'avait fait parce que c'était la bonne chose à faire. Mais quelque chose en elle était en train de changer. Ce n'était plus aussi douloureux qu'avant. À la place, quelque chose de plus froid, de plus fort, de plus déterminé commençait à grandir. C'était décembre, la saison de Noël approchait. L'école avait fermé ses portes, et tous les élèves étaient rentrés chez eux. Saint-Michel était vide et silencieuse. Comme chaque année, la famille de Tomiwa se préparait à voyager vers leur village natal pour les fêtes. Le matin de leur départ, ils firent leurs bagages, chargèrent la voiture, et prirent la route. Mais au début du prochain trimestre scolaire, Tomiwa ne revint pas. L'école attendit. Les jours passèrent, puis les semaines. Finalement, un enseignant fut envoyé à son domicile pour vérifier. Ce qu'il découvrit laissa tout le monde sans voix. La maison était fermée. De la poussière s'était accumulée sur les fenêtres. Les voisins dirent qu'ils n'étaient jamais revenus de leur voyage. Personne ne savait ce qui était arrivé à la famille. Ils avaient disparu. Tomiwa était parti. Comme ça.
La harceleuse de Shinaza avait disparu, ne laissant derrière elle que le silence et des questions sans réponse. Shinaza ressentit un étrange soulagement. Pour la première fois, elle traversa l'école sans être moquée ni insultée. Avec le départ de Tomiwa, l'air à Saint-Michel changea. Plus de cris. Plus de blagues sur sa main. Plus de rires qui coupaient comme des couteaux. La salle de classe était désormais silencieuse. Shinaza pouvait lever la main sans peur. Le professeur l'appelait plus souvent. Certains élèves commencèrent même à lui demander de l'aide pour les leçons. Elle s'asseyait toujours seule. Elle rentrait toujours par le même chemin poussiéreux. Mais, pour la première fois, la route ne semblait plus aussi longue, et le silence plus aussi lourd. Elle étudiait dur. Plus dur que jamais. Du matin au soir, même quand son corps était épuisé. Ses livres devinrent ses meilleurs amis. Son stylo ne se reposait jamais. Puis vinrent les examens finaux. Et, comme la pluie qui tombe sur un sol aride, Shinaza réussit. Elle réussit brillamment. Son nom figura sur le tableau d'honneur de l'école, l'un des meilleurs résultats. Sa mère dansa autour de leur petite chambre en apprenant la nouvelle. 2 jours après sa remise de diplôme, la tragédie frappa. Sa mère tomba soudainement malade. Cela commença comme une simple fièvre, mais s'aggrava de jour en jour. Shinaza courut à la petite pharmacie près de chez elle. « S'il vous plaît, aidez-moi. Ma maman est malade, supplia-t-elle. La femme derrière le comptoir secoua la tête. « Il te faut un vrai hôpital, pas ici. » Mais les hôpitaux coûtaient cher. Et elle n'avait pas d'argent. Shinaza rentra avec seulement un pagne trempé d'eau fraîche. Elle s'assit auprès de sa mère, l'éventa doucement. « Maman, ne pars pas, je t'en prie, » murmura-t-elle en lui tenant sa seule main. Cette nuit-là, l'huile de la lanterne s'épuisa. La pièce plongea dans l'obscurité. L'air devint silencieux. Puis, sa mère serra doucement sa main. « Ma Shinaza, » dit-elle doucement, « ne t'arrête pas. Ne plie pas. Même si le monde essaie de te briser. » Puis elle ferma les yeux, et ne les rouvrit plus. Elle mourut, juste comme ça. Shinaza resta là, dans leur petite pièce au toit qui fuyait, tenant la main de sa mère, tandis que la nuit l'avalait tout entière. Et dans ce moment, le silence devint plus fort que tout ce qu'elle avait jamais entendu. Shinaza était désormais vraiment seule. Pas de père. Pas de mère. Pas de frère ou sœur. Pas d'amis. Son rêve était d'aller à l'université. Elle avait les résultats. Elle avait le cœur. Mais elle n'avait pas l'argent. Elle rendit visite à ses oncles, un par un. Mais au lieu d'aide, elle rencontra la moquerie. Le premier oncle vivait dans la cour voisine. Il ouvrit la porte et la regarda de haut en bas. « Que veux-tu ? » ?»« Tonton, je veux aller à l'université. » Il éclata de rire, comme un coup de tonnerre dans un ciel vide. « L'université ? Toi, avec une seule main ? Qui va t'embaucher après ça ? Qui voudrait employer une handicapée comme toi ? » Elle ravala sa honte et passa au suivant. Le deuxième oncle était assis dehors, en train d'éplucher de l'igname. Elle le salua et s'agenouilla. « Tonton, je vous en prie, aidez-moi. Juste un peu. Je veux continuer mes études. » Il ne leva même pas les yeux. Il continua d'éplucher. Puis il dit : « On ne gaspille pas l'argent. Tu ferais mieux d'apprendre la coiffure ou la couture. Utilise ta main unique pour faire quelque chose de simple. Mais tonton, rentre chez toi. Coupe à tes îles. Ou va mendier comme les autres. » Shinaza se releva lentement, les yeux secs, mais la poitrine pleine de pluie. Elle alla de maison en maison, de cousin en cousin, frappant au portail comme une mendiante de rêve. Mais chaque porte était une bouche fermée. Chaque visage portait la même expression, un mélange de pitié et d'orgueil. Une tante alla même jusqu'à dire : « On n'est pas une œuvre de charité ici. » Ce soir-là, Shinaza s'assit dehors, devant sa maison vide, regardant les étoiles. Le dossier contenant ses certificats était à côté d'elle, mais il lui semblait être du papier qui ne pouvait même pas acheter du pain. Elle regarda sa main unique. Elle ne la haïssait pas. Mais elle ne savait plus quoi en faire. Elle regarda la route devant elle. Elle était large, inconnue, mais elle était ouverte. Shinaza n'avait plus où aller. La honte, la solitude, le rejet, c'était trop. Un matin, elle fit son sac et s'enfuit. Elle laissa la ville derrière elle, monta dans un vieux car brinque-ballant direction la grande ville,
espérant trouver quelque chose, n'importe quoi. Mais la ville ne fut pas clémente. Elle n'avait pas d'abri, pas de nourriture, pas de travail. Elle alla de boutique en boutique, cherchant du travail. Mais partout, les portes se refermèrent. Elle frappait aux portes. Je peux laver? Je peux balayer? Je peux travailler? Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Une femme qui vendait de la nourriture regarda son bras et dit: Tu vas laver les assiettes avec quelle main? Mieux vaut aller t'asseoir quelque part. Un tailleur secoua la tête. Il me faut 2 mains dans mon atelier. Un homme, dans un grand supermarché, ne la laissa même pas parler. On n'embauche pas les gens comme toi. Shinaza marcha, jusqu'à ce que ses pieds pleurent. Ce soir-là, elle s'assit sous un pont, tenant son sac comme un bébé. Les bus passaient en trombe. Les klaxons hurlaient. Les moustiques dansaient autour de sa tête. Elle n'avait ni nourriture, ni maison, ni même la voix pour pleurer. Mais même dans cette obscurité, elle se dit: Je ne suis pas venue jusque-là pour abandonner. Et cette nuit-là, le froid la serra dans ses bras, mais son rêve resta chaud. Avec le temps, après de nombreuses nuits à dormir sur des bancs et à jeûner toute la journée, elle tomba sur un petit restaurant. C'était un après-midi. Le soleil brûlait la rue comme du charbon ardent. Elle vit une petite gargote avec une enseigne déchirée qui disait: Mama KS Kitchen, repas chaud garanti. Elle resta devant la porte, observant la femme à l'intérieur. La femme était grande, forte, avec des yeux durs comme la pierre. Qu'est-ce que tu regardes? Grogna-t-elle. Shinaza s'avança. S'il vous plaît, madame, j'ai besoin de travail. N'importe quoi. La femme regarda sa main. Juste une seule? Oui, madame. Tu es forte? Shinaza hocha la tête. Tu peux laver les assiettes? Oui, madame. Nettoyer le sol? Oui, madame. Porteur des plateaux avec soupe et viande? Je vais essayer, madame. La femme croisa les bras. Le salaire est petit, mais tu mangeras ici. Tu dormiras dans le débarras. Pas de plainte. Shinaza déposa son sac au sol et dit: Je suis prête. À partir de ce jour, elle fit partie du restaurant. Elle se levait avant le chant du coq. Elle balayait. Elle lavait. Elle frottait des montagnes d'assiettes jusqu'à ce que ses doigts se fripent. Elle portait des plateaux avec sa seule main, en équilibre comme une danseuse sur une corde raide. Elle ne se reposait pas. Elle ne se plaignait pas. Sa sueur devint son parfum. Les autres employés riaient derrière son dos. Elle pense qu'elle est spéciale. Elle croit qu'elle va aller à l'université avec l'argent des assiettes. Mais Shinaza gardait le silence. Chaque nuit, après le service, elle allait dans le débarras, s'allongeait sur une natte à côté des sacs de riz, et comptait ses économies. De petites pièces, des billets froissés, noués dans un mouchoir noir. Elle les recomptait sans cesse, espérant qu'ils aient miraculeusement augmenté. Mais ce n'était jamais assez. Pas même la moitié. Pourtant, elle continuait de travailler, parce qu'elle savait qu'une goutte d'eau peut remplir un tambour, si on ne s'arrête pas de verser. Puis un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme entra dans le restaurant. Il était grand, élégant, bien habillé. Il s'était arrêté rapidement pour manger un morceau avant une réunion. À cet instant, Shinaza tournait à l'angle avec un plateau chargé de soupe et de riz, porté avec sa seule main. Elle ne le vit pas arriver. Bam! Elle le heurta. Le plateau frappa sa poitrine. La soupe chaude se renversa sur sa chemise blanche comme neige. Tout le restaurant se figea. L'homme ne bougea pas. Sa belle chemise blanche était désormais tachée d'huile de palme et de honte. Shinaza haleta. Je suis désolé, monsieur. Avant qu'elle puisse finir, Mamak a surgi de la cuisine. Ses sandales claquaient comme le tonnerre. Elle ne posa aucune question. Clac. La gifle brûla la joue de Shinaza. Sa tête se tourna. Fille inutile. Hurla Mamaka. Tu veux ruiner mon commerce? Faire fuir mes clients? Shinaza resta immobile. Sa main tremblait. Son cœur se tordait comme une corde dans le feu. Mais l'homme leva doucement la main. C'est bon, dit-il calmement. Laissez-la. C'était un accident. Il ramassa son sac et sortit. Juste comme ça. Les clients chuchotèrent. Les employés de cuisine fixèrent Shinaza. Mamaka siffla de colère et grogna. Aujourd'hui, tu es fini. Cette nuit-là,
après avoir lavé la dernière assiette et nettoyé le sol, Mamak s'approcha d'elle. « Rassemble tes affaires. Tu es renvoyé. Sors de mon restaurant. » Shinaza ne dit rien. Elle retourna dans le débarras, roula sa natte, attacha son petit sac, et sortit dans la nuit. Son visage était mouillé non de larmes, mais de sueur et de honte. Elle rentra une dernière fois dans le restaurant pour récupérer ses sandales sous la table. En se baissant, ses doigts touchèrent quelque chose de lisse. Ce n'était pas là avant. C'était un portefeuille. Noir. Brillant. Épais comme un pain. Elle l'ouvrit doucement. Ses yeux s'écarquillèrent. De l'argent. Beaucoup d'argent. Assez pour payer l'université. Ses mains tremblaient. C'était plus qu'elle n'en avait jamais tenu de sa vie. Elle resta figée pendant un long moment. Mais là, cachée derrière les billets, se trouvait une carte d'identité. Le nom, Benson Okezi. L'adresse était clairement écrite. Ses pieds se mirent à bouger avant même que son esprit n'ait décidé. Elle courut à travers les rues bruyantes, la poussière, les voitures hurlantes. Elle courait comme si le vent la poursuivait. Elle arriva devant un grand portail noir. Une cour imposante. Un chien aboya à l'intérieur. Elle frappa. Un gardien apparut, les yeux endormis. « Qui es-tu ? » « Je veux voir le propriétaire, dit-elle en haletant. « Mon patron ne reçoit personne la nuit. Rentre chez toi. »« Je ne peux pas, » dit-elle d'une voix brisée. « Donnez-lui juste ça, s'il vous plaît. » Elle leva le portefeuille. Le gardien fronça les sourcils, regarda à nouveau, puis siffla. « Attends !» Il entra lentement, comme s'il ne croyait pas à son histoire. Shinaza resta là, serrant son sac et retenant son souffle. Les minutes passèrent. Le portail s'ouvrit à nouveau, et il était là. Benson. Même visage calme. Même regard doux. Il la reconnut, surpris. « C'est toi ?» Elle hocha la tête et tendit le portefeuille. « Vous l'aviez perdu, monsieur. » Il le prit, l'ouvrit, vit l'argent, et ses yeux s'adoucirent. « Je l'ai cherché toute la journée, » dit-il. « Tu l'as retrouvé, et tu es venu me le rendre. » Elle hocha à nouveau la tête. « Oui, monsieur. » « Prends quelque chose, » dit-il en sortant son portefeuille. Elle secoua la tête. « Non, monsieur. Je ne l'ai pas ramené pour une récompense. Où vas-tu maintenant ? Il fait dangereux dehors. » Sa réponse le brisa. « Je vais dormir sous le pont. J'ai été renvoyé aujourd'hui. Je n'ai nulle part où aller. » Il resta silencieux un moment. Puis, doucement, il répondit. « Tu peux rester ici ce soir. La maison est grande. Tu n'as pas besoin de dormir dehors. » Shinaza hésita. « Je ne vous connais pas, monsieur. »« Je comprends. Je m'appelle Benson. Tu es en sécurité ici. Juste pour cette nuit. » D'un seul esprit, elle accepta. La maison était grande. Trop grande pour une seule personne. Benson ouvrit la porte et la guida à l'intérieur. Le sol brillait comme du verre. Les murs sentaient le citron. Les fauteuils semblaient si doux qu'on aurait pu y dormir. Shinaza resta debout près de la porte, trop intimidée pour bouger. « Tu peux t'asseoir, » dit doucement Benson. Elle hocha la tête, sans lever les yeux. Il lui apporta de l'eau. Elle la but lentement, comme quelqu'un qui ne voulait pas tout finir trop vite. Puis, il la regarda avec des yeux calmes. « Tu comptais vraiment dormir sous le pont ce soir ?» Elle hocha encore la tête. « Oui, monsieur. » Il secoua lentement la tête. « Ce monde peut être cruel. » Elle baissa les yeux. « J'y suis habitué. » Alors, il pointa un couloir du doigt. « Ta chambre est là-bas, juste pour cette nuit. Il y a de l'eau pour te laver et des vêtements propres sur le lit. » Shinaza suivit du regard, marchant comme dans un rêve. La chambre était propre. Un lit doux l'attendait, couvert d'un drap blanc. Une serviette était pliée comme un cadeau. Un pagne, une éponge, un petit savon étaient posés à côté. Elle entra dans la salle de bain. De l'eau chaude coulait du robinet. Cela lui parut être le paradis sur sa peau. La poussière, la sueur, la douleur furent lavées comme un mauvais souvenir. Elle ressortit, sécha son corps, enfila les vêtements propres. Elle se regarda dans le miroir. Elle ne ressemblait plus à la fille giflée dans un restaurant quelques heures plus tôt. Elle s'allongea sur le lit. Ses yeux papillonnèrent lentement. Son corps se détendit pour la première fois depuis des mois. Et avant que le ventilateur n'ait fait son troisième tour complet,
Shinaza s'endormit. Pas de larmes. Pas de faim. Pas de peur. Juste de la paix. Une douce, profonde paix. Le matin arriva, avec une lumière douce filtrant à travers les rideaux. Les oiseaux chantaient doucement dehors. Shinaza ouvrit les yeux. Pas sur une natte. Pas sur un sol dur. Mais sur un lit moelleux, qui ne sentait ni la sueur ni la poussière. Elle se redressa rapidement, le cœur battant. Elle avait trop dormi. Elle rassembla son sac à la hâte, marcha sur la pointe des pieds, prête à partir avant que l'homme ne se réveille. Mais Benson était déjà à la table du petit déjeuner, lisant le journal, une tasse de thé à la main. Il leva les yeux et sourit. « Bonjour. Bonjour, monsieur, répondit-elle, la tête basse. Tu veux t'enfuir? Non, monsieur, je devrais partir. Partir où? Elle ne répondit pas. Il replia son journal. Reste. Elle cligna des yeux. Reste ici. Travaille comme aide ménagère. Je m'occuperai de ta scolarité. Tu pourras aller à l'école depuis ici. Son sac tomba de sa main. Les larmes jaillirent de ses yeux. Ses genoux touchèrent le sol. Merci, monsieur, sanglota-t-elle. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse pour toujours. À partir de ce jour, un nouveau chapitre s'ouvrit. Elle balayait la maison. Elle préparait des repas simples. Elle lavait les vêtements. Mais dès que l'heure venait, elle mettait son uniforme, prenait ses livres, et allait à l'école. Elle ne manquait jamais un seul cours. Elle rentrait toujours tôt. Chaque soir, elle s'asseyait avec ses livres, lisait jusqu'à ce que le sommeil supplie ses yeux de se fermer. Benson ne criait jamais. Il ne la touchait jamais. Il ne la regardait jamais comme quelqu'un de différent. Il vivait seul. Pas de femme. Pas d'enfant. Pas de visiteurs. Pas de photos sur les murs. Juste le silence, un espace propre, et une musique douce jouée sur une vieille radio. Shinaza le remarqua. Mais elle ne posa pas de questions. Car dans un monde qu'il avait rejeté comme un vieux chiffon, Benson avait ouvert sa porte. Et c'était suffisant. Les années passèrent comme de l'eau tranquille. Shinaza se levait tôt, faisait le ménage, cuisinait pour Benson, puis partait à l'école, ses livres serrés contre sa poitrine. Elle étudiait plus fort que quiconque. Pendant que d'autres se reposaient, elle lisait. Pendant que d'autres jouaient, elle écoutait. La douleur l'avait façonnée. La faim l'avait endurcie. La honte l'avait rendue tranchante. Et quand arriva enfin le dernier jour, elle marcha sur l'estrade en toge de diplômée, et la foule applaudit. Son nom résonna dans les haut-parleurs. Shinaza. Première de la promotion. Comptabilité. Mention très bien. Les larmes roulèrent sur ses joues pendant qu'elle brandissait son diplôme. De fille de vendeuse de maïs au bord de la route, à meilleure diplômée de l'université. Après la remise des diplômes, les entreprises commencèrent à frapper à sa porte. Une grande société lui proposa un emploi bien rémunéré, un bureau spacieux, et une chaise qui roulait comme une voiture. Shinaza souriait davantage, mais ses pieds restaient humbles. Elle aidait toujours Benson à la maison. Le remerciait pour chaque repas. Et priait chaque soir avant de dormir. Et, doucement, sans bruit, l'amour commença à naître. Benson était tombé amoureux d'elle. Ce n'était pas soudain. Ce n'était pas forcé. Cela avait poussé lentement, à partir de la gentillesse, du respect, des repas partagés, des conversations nocturnes, des regards échangés en silence à travers la table. Et lorsqu'il lui avoua ses sentiments, elle sourit. Car elle était tombée amoureuse, elle aussi. Ils commencèrent à planifier un avenir ensemble. Mais Shinaza posa une condition. Avant qu'on se marie, je dois rencontrer ta famille. Benson hocha la tête. Bien sûr. Nous irons dans mon village natal. Alors, un week-end, ils prirent la route. La route menant au village de Benson était longue et paisible. Des arbres bordaient les deux côtés comme des gardes silencieux, et les oiseaux suivaient leurs voitures comme des messagers invisibles. Shinaza était assise à ses côtés, le cœur calme, la main posée sur son sac. Quand ils arrivèrent au village tranquille d'Ooko, Shinaza fut surprise par sa simplicité et sa sérénité. Des enfants jouaient dans la poussière, des vieilles femmes assises sous les arbres cassaient des arachides. Ils arrivèrent devant une maison modeste au toit de tôle fanée. Benson frappa. Un vieil homme ouvrit la porte. Son visage s'éclaira. « Ah! Benson, mon fils.
Ils s'enlacèrent. Shinaza se tenait à l'écart, souriante. Mais soudain, quelqu'un d'autre apparut, roulant en fauteuil. C'était une jeune femme. Son visage était trop familier. C'était Tomiwa. Ses cheveux étaient plus fins, ses yeux creusés, mais c'était bien elle la fille qui avait rendu la vie scolaire de Shinaza insupportable. Derrière elle se tenaient ses parents. Leur fierté d'antan s'était transformée en un masque de souffrance. Le cœur de Shinaza se figea. Tomiwa cligna des yeux. Shinaza? Sa mère haleta. Toi? C'est toi que Benson veut épouser? Benson regarda l'une, puis l'autre, confus. Vous vous connaissez? Shinaza hocha lentement la tête. Tomiwa baissa la tête. Oui. Je la harcelais à l'école. Son père ajouta. Quand nous avons voyagé, il y a des années, nous avons eu un grave accident. Tomiwa a perdu ses 2 jambes. Nous avons tout dépensé pour la soigner. C'est pour cela que nous ne sommes jamais revenus. Puis il continua. Benson est mon neveu. Mais il est parti au vivre en ville. Aujourd'hui, c'est lui qui nous envoie de l'argent. Il nous nourrit, paie notre loyer. Tomiwa leva les yeux, des larmes plein le regard. Shinaza, je suis désolé. Jamais je n'aurais imaginé que ta vie prendrait cette direction. Et jamais je n'aurais cru que la mienne finirait ainsi. Sa mère intervint. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous étions aveugles. Shinaza sentit sa gorge se nouer. Elle s'approcha de Tomiwa, s'agenouilla à côté de son fauteuil, et lui prit doucement la main. Ce dont tu ris aujourd'hui, peut devenir ton propre sort demain. Je te pardonne. Les larmes coulèrent librement sur les joues de Tomiwa. La nouvelle du succès de Shinaza se répandit jusque dans Okigu, son village natal. Ses oncles, les villageois qui l'avaient autrefois moquée, parlaient désormais d'elle avec admiration. Ils espéraient qu'elle reviendrait. Mais Shinaza ne revint jamais. Elle n'en avait aucune raison. Elle resta avec Benson. Et ensemble, ils construisirent une belle vie. Une maison remplie d'amour, de grâce, et de deuxième chance. Shinaza, la fille qu'on avait un jour raillée pour n'avoir qu'une main, devint un symbole de force pour des milliers d'autres. Ses cicatrices ne l'avaient pas freinée. Elle l'avait fait briller. Morale de l'histoire. Ne jugez jamais quelqu'un par ce qu'il lui manque. La compassion peut venir des endroits où on s'y attend le moins. Et la force n'est pas toujours bruyante. Elle vient parfois avec une claudication, ou avec une seule main. Mais c'est de la force, quand même. J'espère que cette histoire vous a touché. Si c'est le cas, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous en avez retenu, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.